C'est planifié. Donc, Sophie Sanson, si tu veux allumer ta caméra, je ne sais pas si on peut. Oui, bonjour. Sophie vient de l'école de Beauport, donc c'est plus dans le Cap-Breton. Puis Sophie aujourd'hui va être notre animatrice, mais vous allez entendre aussi les voix de d'autres élèves aussi qui vont parler, qui vont vous poser leurs questions. Alors Sophie, je te laisse aller. Jean-François Cyr, traducteur du livre Ce n'était pas nous les sauvages. Il est né au Québec depuis plus d'un demi-siècle et il est traducteur-interprète depuis plus de 20 ans. Après avoir lu le livre We Were Not the Savages, il a communiqué avec l'auteur M. Daniel N. Paul pour lui offrir ses services de traducteur tellement qu'il a été impressionné par son œuvre extraordinaire. Cette perspective Mi'kmaq du contrat entre les Autochtones d'Amérique du Nord et les Européens lui permettait en fait de mieux comprendre sa propre histoire. Étant le petit-fils de Narcisse Cyr, un Gaspésien de New Richmond, toujours extrêmement fier de mentionner qu'il était acadien. Il souhaite que cet ouvrage historique se retrouve dans toutes les écoles afin qu'on puisse réellement parler de cette réconciliation qu'il a fait couler tellement d'encre. Comment parler de véritable réconciliation si on ne commence pas d'abord par se connaître les uns les autres avec les bons moments et les côtés plus sombres de notre cohabitation sur ce continent? Il affirme qu'il est honoré d'avoir pu contribuer à ce que cette réalité sur notre histoire soit enfin connue de la communication francophone d'ici et d'ailleurs. Question par Noah et Hunter de l'école secondaire du Sommet. Qu'est-ce qui m'a motivé à traduire ce livre ou j'attends que la personne pose la question? Oui, est-ce que Hunter est là? Est-ce que Noah est là? Ah, peut-être qu'ils ne sont pas là. OK. Oui, mais Sophie, est-ce que tu veux lire les questions pour eux? Les élèves ne sont peut-être pas là. Qu'est-ce qui t'a motivé à traduire ce livre? Bien, évidemment, c'est mentionné dans ma courte biographie, c'est la découverte de toute cette partie d'histoire que j'ignorais. On ne connaît pas, moi, personnellement, je connaissais rien des Premières Nations ou à peu près le peu qu'on nous enseignait dans les livres d'histoire. En très résumé, là, c'est ce qui m'a motivé. À moins que tu veux que je t'en parle plus longtemps, il y a beaucoup de choses qui m'ont motivé à le traduire. Merci beaucoup. Est-ce que tu as aimé traduire ce livre? J'ai adoré, j'ai été honoré de traduire ce livre-là. C'est un livre qui est très, très important, qui apporte des éléments de notre histoire qui n'existent pas ailleurs. Pour moi, ce livre-là est vraiment très, très important. Je suis content de voir qu'une école s'y attarde. Ce livre-là devrait être dans toutes les écoles. On doit connaître notre histoire. Alors, pour moi, cette motivation-là, elle était liée à un grand honneur que l'auteur ait accepté que je traduise son livre. C'est moi qui lui ai offert de traduire son livre. C'est pas lui qui me l'a demandé. Je l'ai rencontré chez lui, à Halifax, pour lui proposer de traduire son livre. Donc, ça a été fait que par plaisir. Oui, j'ai beaucoup aimé. Question par Jovan de l'école secondaire du Sommet. Avais-tu de la difficulté à traduire certains moments dans le livre et de garder le même message? C'est une très intéressante question parce que c'est toujours le défi quand on traduit, c'est de traduire exactement ce qui est écrit et de ne pas interpréter. Ça fait des années que je fais de la traduction, donc c'est un défi toujours pour moi. Et il y a plusieurs niveaux de traduction, si on veut, quand on traduit un texte. On peut même utiliser Google Translate, on a une traduction. Mais pour ce livre-là, particulièrement, j'ai été très, très, très attentif à ne dire que ce que l'auteur disait
et de le dire le plus précisément de la manière qu'il le dit. C'est un défi intéressant en traduction, mais je peux vous assurer que le livre est très, très fidèle en français à ce qui est dit en anglais. Mais c'est un livre, évidemment, qui est difficile à traduire parce que c'est un livre, surtout, qui est très, très référencé. Donc, un livre qui parle de choses, de lois précises. Il y a beaucoup de vérifications à faire pour pas dire n'importe quoi. Il y a parfois des textes qui existent aussi en français qu'il faut aller retrouver. Donc, c'est un travail très, très ardu, mais très intéressant et bon, le résultat est là, quoi. Merci, Jevan, pour ta question. Question par Jacob de l'École secondaire du Mosaïque. Travailles-tu uniquement comme traducteur? Oui. Je ne fais pas que de la traduction, je fais aussi de l'interprétation ou ce qu'on appelle la traduction simultanée. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené à pouvoir rencontrer en personne l'auteur, Daniel Paul. Je ne le connaissais pas avant d'avoir lu son livre, je ne l'avais jamais rencontré et je ne l'ai rencontré qu'une seule fois dans ma vie. J'aurais aimé le rencontrer après la parution du livre, mais on était avec les histoires de masques, de mesures sanitaires qui ont rendu ça impossible. On ne t'entend pas, Sophie. Oui, ton micro est fermé, ma belle. Oh, ton micro est fermé encore. It's not working. Est-ce que c'est bien? Parfait. OK. Oui. Question par Lise Blin, enseignante École virtuelle CSAP. Madame Lise est absente. Okay. Je vais lire la question pour elle. C'est bon? Combien d'œuvres avez-vous déjà traduites avant celle-ci? C'est difficile, je n'ai pas un compte exact, mais j'ai traduit plusieurs livres, beaucoup de magazines, énormément d'articles, surtout de teneur philosophique, mais beaucoup de choses, des livres sur l'Afrique. C'est une question pour moi embêtante à répondre. mais aucune œuvre autochtone, aucune œuvre qui traitait de ce sujet-là avant ce livre. Merci. Et j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres. Ça m'a fait absolument plaisir de contribuer à la cause de faire connaître les Autochtones. Excellent. Sophie, je vais te laisser aller. Désolée, mon Chromebook ne fonctionne pas au moment. Question par... Oh, c'est moi. Question par Roy, conseiller en sciences humaines, CSAP. OK. Après avoir fait la traduction du livre, pourrais-tu décrire comment la notion que l'histoire est basée sur une interprétation d'événements historiques est, par conséquent, subjective? C'est bien qu'on avait expliqué que tu n'étais pas cool, hein, on a vu avec l'effet sonore et tout. Oui, bien sûr. Je trouve la question aussi très, très intéressante parce que tout ce que je connaissais de l'histoire du Canada, évidemment, comme Canadien français unilingue, c'était l'histoire du Canada avec les récits qu'on nous a racontés. Mais j'ai habité à Vancouver pendant quelques années et je suis tombé un peu par hasard sur History of Canada, un livre qui était sans doute adressé aux premières années de secondaire. Et je l'ai lu en me disant, tiens, j'ai envie de m'amuser, de voir qu'est-ce qu'on enseigne l'histoire du Canada aux anglophones. J'en avais pas la moindre idée. Bien sûr, vous ne serez pas surpris et vous le savez parce que vous vivez aussi
cette dualité français-anglais, surtout envahie par l'histoire que les anglophones enseignent. Et j'ai été très surpris de ne pas connaître beaucoup de choses. Et je me disais, j'aimerais tellement qu'il y ait l'histoire du Canada par les Premières Nations. Et pour moi, quand j'ai lu le livre de Daniel Paul, c'était Hourra, Eureka, enfin, c'est ce livre-là qui est l'histoire du Canada vue par les Premières Nations qui ont accueilli les Européens. Et pour moi, c'est clair, qu'importe qui écrit l'histoire, ça va toujours être biaisé. Ça va toujours être biaisé. C'est pas un blâme de dire que l'histoire est différente pour les Français et les Anglais. Les Français racontent l'histoire avec évidemment leur bon coup, avec ce qu'ils trouvent qui est correct, avec les choses qu'ils trouvent qui sont incorrectes. Et les Anglais racontent, eux, c'est une conquête, c'est la conquête d'un territoire, puis ils racontent avec leur vision des choses. Mais ce qui manquait surtout énormément, c'était une notion d'histoire qui est aussi une interprétation, mais qu'on n'avait pas du côté des Autochtones. C'est tout récent même qu'on entende parler des Autochtones. Ici au Québec, je ne sais pas, il y a 10 ans, la littérature autochtone était pratiquement inconnue. J'entendais une entrevue avec le directeur du Salon du livre des Premières Nations qui va avoir lieu, qui commence demain, où je vais être. Et c'est ce qu'il mentionnait au tout début du salon. La littérature autochtone, personne ne connaissait ce que c'était. Et maintenant, la littérature autochtone existe un peu partout dans toutes les sphères de la littérature. Donc, il y a des grands changements qui sont faits à ce niveau-là. Et pour moi, c'est intéressant parce que c'est justement d'amener une interprétation, pas seulement des événements, mais de la vie, de qui on est, de qui sont les gens qui habitent ce territoire, qui étaient gardés en silence pendant un bon moment. J'espère que ça répond à ta question. J'ai été un peu large, mais pour moi, c'est la façon dont je perçois l'histoire. L'histoire va toujours être biaisée. Ça n'existe pas une histoire neutre. On ne peut pas dire les faits de manière neutre. Si vous assistez à un événement, par exemple, et qu'il y a des journalistes, vous allez lire l'article de journal en vous disant « Ouais, bon, c'était ça, mais c'est pas tout ce que j'ai vu ou c'est pas ce que j'ai vu dans bien des cas. » Et l'histoire, ben c'est ça, hein? C'est qui choisit de garder, qui choisit d'écrire quoi, pour quelles raisons, et on sait très bien que c'est biaisé par des intérêts qui sont bien autres que de dire la vérité. Mais merci, c'est une question, comme tu as vu, qui bouillonnait dans ma tête. Merci beaucoup. Je suis d'accord. Je partage ton avis. Merci, Ray. Et il y a aussi une autre question par Roy, conseiller en sciences humaines CSAP. Si tu veux lire ton question. Okay. Comment est-ce que tes entretiens avec M. Daniel Paul ont eu une influence sur la traduction du livre? Ben, c'est assez cocasse. Je le mentionnais un peu tout à l'heure, mais M. Paul, je ne l'ai rencontré qu'une fois. Et comme j'avais un travail d'interprétation à Halifax, pour une association, c'est aussi un domaine complètement différent, mais intéressant, une association de professionnels de la santé qui travaillent avec les transsexuels. Alors, j'ai pris l'occasion d'être à Halifax pour le rencontrer, et c'est la toute première fois que je le voyais, donc j'ai eu là un entretien avec lui, que j'ai évidemment beaucoup aimé, mais l'entretien était essentiellement pour lui offrir mes services de traducteur, lui qui ne me connaissait pas, il ne savait pas pourquoi je voulais le rencontrer d'ailleurs. Il était très généreux de m'accueillir chez lui. Et là-bas, je lui ai proposé de traduire son livre. Peut-être le savez-vous pas, mais je lui ai offert ma traduction. Je lui ai offert de traduire le livre de manière bénévole. Et je suis traducteur. Hein? C'est un travail colossal. Et pour moi, c'était... Quand on regarde toute la situation avec les Autochtones, qu'on réalise... les injustices qui ont été commises et qui sont encore commises, si on a le moindrement de conscience, on se dit « Wow, ça n'a pas de bon sens, mais qu'est-ce que je peux faire? » Hein? Parce qu'il y a toujours la question « Qu'est-ce que je peux faire? » Aller s'installer au milieu de la réserve en disant « Je vous appuie », c'est cute, là, mais ça ne fait rien.
Et pour moi, de réaliser que je pouvais traduire ce livre-là, qui pour moi est important, c'était pour moi de faire un pas dans la bonne direction. Et pour moi, c'est ma contribution à la cause, entre guillemets, parce que c'est pas une cause, mais à faire connaître tout ça. Donc, j'ai eu très peu d'entretien avec lui. Je l'ai rencontré chez lui. Il y a un livre à traduire. Lui, il me connaît pas, ne parle pas le français. Donc, même quand le livre a été entièrement traduit et que je lui ai remis la copie, lui, il pouvait même pas juger de la qualité de ce qui était fait. Me connaissant pas, il pouvait pas dire « Ah oui, mais c'est quelqu'un qui a traduit tel livre. On sait que c'est un très bon traducteur. » Il y avait rien, pas de référence pour lui. Donc, il y a eu peu d'influences qui se sont faites là-dedans. Lui, après coup, après que le livre a été traduit, là, il y a eu des feedbacks très, très positifs, même élogieux sur ce que j'ai fait. En tout manque d'humilité. Mais c'est vrai, j'ai fait quand même, moi je suis conscient d'avoir fait un travail vraiment excellent avec la traduction de son livre. Donc, les entretiens que j'ai eus avec lui, j'en ai pas eu sur son livre lui-même, sauf très peu pendant 1 heure quand je l'ai rencontré, où on s'est parlé plus de choses générales. Son livre parle par lui-même, il y a pas... son livre est un immense témoignage. C'est très personnel, très, très référencé, mais c'est une histoire, c'est quelque chose de passionnant, qui est long, dur à lire. C'est pas un livre à lire avant d'aller se coucher le soir, mais tout était là, quoi. Il n'y avait rien de plus à dire. Merci. Il doit être ravi. J'aurais aimé, j'aimerais beaucoup avoir des entretiens avec M. Paul. J'aurais aimé le revoir, mais ça ne s'est pas fait. Juste pour ajouter à tout ça, nous, on a pris votre livre et on a ressorti des extraits. Puis il y a eu un travail qui a été fait avec les élèves qui sont ici. Donc, les élèves ont pu lire certains extraits de votre livre, puis de les associer avec ce qu'ils sont en train d'apprendre en salle de classe. Donc, je voulais juste vous dire ça aussi, que les jeunes ont travaillé un peu votre livre, là. Puis espérons que ça va les encourager à continuer à lire le livre encore plus. Je l'espère, parce qu'en fait, c'est de l'apprentissage sur nous-mêmes. Il faut comprendre que M. Paul n'a pas écrit ce livre-là pour les Autochtones. Les Autochtones, leur histoire, ils la connaissent. Il n'y a pas de partie de leur histoire qui leur manque. Nous, les Blancs, qu'on soit francophones ou anglophones, il y a un grand trou dans notre histoire de l'Amérique du Nord qui manque. Et c'est tout ce contact avec les Autochtones. Tout ce qui a été fait avec les Autochtones également. Il n'y a presque rien dans nos livres d'histoire qui parle des Autochtones. Pourtant, pendant 180 ans, les Français qui étaient ici, qui sont arrivés au pays, ont vécu avec eux en bonne entente, relative bonne entente, mais en bonne entente. Ils vivaient avec eux, avec des mélanges de ce qu'ils vivaient, la façon de vivre des Autochtones et des Européens, les Acadiens. Il y avait tout un projet de vie là-dedans. C'est une découverte d'un nouveau monde, mais ils voulaient aussi créer un nouveau monde ici. Et ça, on n'entend jamais parler de ça. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui est capital, qui doit être dit, qui doit être raconté, avec les bons et les mauvais côtés, parce qu'il y a évidemment des choses absolument terribles qui sont dans ce livre-là. Mais pour moi, c'est d'apprendre mon propre passé. Mon grand-père était gaspésien de New Richmond, acadien, mais je ne connaissais rien de l'histoire des Acadiens, à part les histoires de la déportation. Il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. J'ai compris en lisant le livre des choses par rapport à la déportation que M. Paul ne mentionne pas dans le livre, mais qui pour moi sont devenues des évidences. Pourquoi la déportation a eu lieu? C'est une question intéressante à se poser quand on est Acadien. Pourquoi ils n'ont pas déporté les gens à Trois-Rivières? Pourquoi ils n'ont pas déporté les gens à Montréal? Montréal, il n'y avait personne à l'époque. Hein? C'était un fort militaire. Ça aurait été facile de déporter les gens autour. Trois-Rivières aussi. Québec, c'était plus gros. Ça aurait été plus embêtant. Mais pourquoi déporter les Acadiens? Et c'était à cause de ce lien-là avec les Premières Nations, où là, les Acadiens, les Français étaient très, très dangereux
parce qu'il y avait le soutien des Autochtones qui les auraient appuyés s'il y avait un conflit. Alors, pour moi, de lire ce livre-là, ça m'a appris des choses sur moi-même en comprenant l'histoire des Autochtones. Alors, j'espère que les étudiants vont se plonger dedans avec passion. C'était le but. Ben, vous comprenez que j'étais passionné par ce livre-là. Oui. Question par Danielle, coordinatrice des programmes et services Mi'kmaq du CSAP. Hey, Gwen, mon ami, je t'écoute parler, puis c'est excellent. Je veux juste dire que tu es vraiment un allié important pour la réconciliation. On a vraiment besoin des alliés sincères, humides, comme authentiques comme toi-même. Je suis content. Puis je pense que oui, je vais lire la question, mais j'aimerais aussi reconnaître, puis juste parler un petit peu à propos de comment est-ce qu'on s'est rencontrés, moi et M. Seal. Je connais Danny Paul, mais je l'ai seulement rencontré moi-même en personne une fois pour parler de mon doctorat. Il est toujours ouvert à parler à ceux qui veulent apprendre, à ceux qui poursuivent leurs études. Daniel Paul fait partie de la communauté Mi'kmaq et puis il a fait une annonce il y a probablement quelques semaines. Il était né, je pense, qu'est-ce que vous avez dit, dans les années 30. Cet homme-là, puis tu as dit quelque chose d'intéressant, Jean-François. Cette œuvre ici, c'est l'œuvre de sa vie. C'est vraiment ça. Puis Monsieur Paul a un cancer qui va lui donner un temps très limité sur Wisrit Kramou, ici sur la Terre. Et puis, sa note qu'il a écrite, c'était « J'espère que j'ai fait une différence pour ma communauté Mi'kmaq, mais aussi pour tout le monde. » Puis, ce livre-là, c'est vraiment pesant. C'est beaucoup à lire, mais de ma lecture de ça, c'est comme nous autres, on savait à propos de... On avait Qu'est-ce qui était intéressant, ce livre-là, c'était publié dans les années 1990. La 4e édition vient de sortir, puis ça va être la dernière édition. Ça inclut un chapitre sur la Commission de vérité et de réconciliation. L'autre chose que je voulais dire, que oui, je pense que Daniel Paul est très honoré que tu fais du travail qui avance pour que les francophones puissent comprendre l'histoire aussi. Alors, puis juste une autre petite chose, son ami, longtime friend Bernie Francis, on a fait un événement de réconciliation hier à l'école acadienne de Pomcat avec les élèves de Buckingek et le Downey Wenjack Foundation. Il parle aussi de les liens historiques d'alliance entre les Mi'kmaq et les Acadiens. Puis il y a plus de 100 mots qui viennent des Français. Puis il parle à propos de comme, tu sais, en tout cas, il y a beaucoup de mots qui viennent du français. Puis il y a des mots en commun, Mi'kmaq, acadien. Puis on est toute une communauté. Puis on essaie d'avancer ensemble comme toutes des agents de réconciliation. Cela dit, j'espère que cette session ici, je sais que ça honore l'esprit de Daniel Paul qui est très, très bien. Comme il y avait une photo de lui quand il avait 8 mois, puis il était sur les médias sociaux, puis il a essayé de recréer ça, puis son beau sourire, j'ai dit, despite comme tout, tu souris comme tu es vraiment un homme fort. En tout cas,
qu'est-ce que tu considères comme la réconciliation? Comme peuple Mi'kmaq, on n'aime pas vraiment suivre l'ordre du jour comme tel. C'est juste une manière de faire, mais je voulais... J'ai sûrement un peu sans Mi'kmaq, là. Je voulais mettre mon 2 cents dedans, puis vraiment, merci d'être ici. Puis parle-moi de ce que tu considères comme la réconciliation. Alors, je vais faire un peu comme toi. Je vais commencer par te remercier pour l'honneur de ce que tu viens de me dire. C'est touchant. Il y a aussi, tu parlais de Daniel Paul dans ce qu'il a dit dans son courriel, parce que je suis sur le même liste email, j'ai reçu la même information, mais il a ajouté aussi qu'il espère avoir fait une différence et qu'il souhaite, et ça s'adresse à vous, aux étudiants, il souhaite que les jeunes générations reprennent le flambeau. Parce qu'évidemment, c'est pas terminé. Il y a beaucoup. Daniel Paul a changé des choses importantes en Nouvelle-Écosse, vous le savez mieux que moi, des noms de routes, des noms de parcs, des noms de traversiers. C'est vraiment un activiste, c'est solide. Il récolte beaucoup de choses en fin de vie, tant mieux, c'est un honneur, mais c'est immense. C'est un personnage immense. Je ne savais pas que Daniel Paul était aussi immense quand j'ai commencé à traduire son livre. Je l'ai découvert, pas par des entretiens avec lui, mais en voyant un peu ce qu'il faisait et tout, de faire, mais attends, c'est quelqu'un de très important. Ici, au Québec, on n'en entend pas parler parce qu'évidemment, les médias vont parler de choses très, très locales, puis quand ça parle des Autochtones, en général, ils sont plus silencieux. Alors, qu'est-ce que je considère comme la réconciliation? C'est quelque chose pour moi qui est un peu cocasse quand on parle de réconciliation. Quand, avec nos amis, si moi je dis je me suis réconcilié avec un de mes amis, ben, l'ami, je le connais. Si je me suis réconcilié, ça veut dire qu'on a eu un conflit. Et je me suis réconcilié, donc on a réglé les choses. Je m'excuse, mais je n'arrive pas à comprendre comment on peut parler de se réconcilier avec les Autochtones si on ne les connaît pas. Et c'est la réalité présentement au Canada. On ne connaît pas les Autochtones, on parle de réconciliation. Réconcilier quoi? Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on se connaisse. C'est qu'on se connaisse, qu'on apprenne à se connaître, qu'on se considère comme des individus qui sont aussi importants les uns que les autres. Et à partir de là, on pourra peut-être commencer à se parler d'une réconciliation. C'est un terme, un peu un terme fourre-tout qu'on a pris. C'est un terme politique pour moi quand on parle de réconciliation. Parce que pour moi, l'étape où on est rendu, c'est à se connaître, c'est pas à se réconcilier. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses importantes qui sont faites. C'est même, c'est extraordinaire tout ce qui se fait, mais le terme est un peu cocasse pour moi. Oui, je suis d'accord. Comme, tu sais, on a beaucoup de travail à faire, mais l'authenticité, ça va un long bout. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Comme, oui, c'est ça. Comme, c'est drôle qu'on ne connaît pas ces icônes, ces vedettes ici. Comme hier, quand j'étais avec Bernie Francis, c'est des amis proches, lui puis Daniel Paul, puis le monde ne savent pas comment qu'ils sont comme des légendes, comme même notre propre peuple, comme par exemple, on a eu Carrie Prosper qui est venu parler à propos de Nedugalim Galistaguj, qui est ma communauté, puis j'ai dit aux jeunes, là, je suis comme, he's a Mi'kmaq superstar. Like, il y en a comme Daniel Paul, son legacy, quoi ce qu'il a fait. Puis, tu sais, moi, je vois ça comme, dans les années 90, c'était pas cool d'être autochtone. C'était pas cool, ben, c'est pas, yeah. C'était pas, tu sais, comme, puis il a fait ce livre-là dans un temps où ce que personne voulait savoir. Même notre propre peuple était pas prêt à savoir. Je m'en rappelle que on avait les livres avec le couvert rouge, là, la première édition, puis c'était juste là, puis je suis pas sûre que même beaucoup de nos propres peuples
ont pris le temps de le lire. Puis je m'en rappelle dans les années 90, dans les années 2000, quelque chose à propos des traités, puis moi, je ne savais aucunement à propos des traités, puis à propos, parce qu'il faut comprendre que notre culture, notre langue, le tout, ça a été nié par exprès. Alors, quand je lis, pour moi, cette œuvre-là, c'est une œuvre de résilience. Il n'y a jamais arrêté. Puis maintenant, je pense qu'on parle de la 8e génération, la génération du capteur de rêve. Ça fait 7 générations qu'on a subi des impacts de colonialisme. Puis cette génération ici qui a organisé tout ceci, merci beaucoup parce que c'est vous autres, la 8e génération, c'est vous autres, la génération qui est la première qui a sorti comme... Le dernier pensionnat a formé en 1997. Ça, c'était ma génération. Votre génération, vous êtes la première où il n'existait pas de pensionnat, mais c'est la première génération qui va comme prendre la torche puis vraiment l'amener, comme Daniel Paul a mentionné, puis c'est vous autres qui vont arrêter les sentiments négatifs comme un capteur de rêve. 8e génération de capteurs de rêve. Un capteur de rêve, la manière dont ça marche, c'est comme, tu sais, ça attrape les mauvais rêves, puis ça les laisse ça les laisse pas venir comme sortir, mais les bons rêves passent des plumes. So, vous autres, c'est comme moi quand j'étais jeune, j'étais une Indienne de la réserve, toujours avoir des choses gratuites, welfare bomb, des choses de même, tu sais. So moi-même, j'ai des sentiments négatifs envers moi-même, mais envers ce qui était fait, qui était hors de mon contrôle. Vous autres, les enfants autochtones, et non tous les enfants, vous pouvez arrêter ces sentiments-là. C'est pour ça qu'ils disent que vous êtes la génération du capteur de rêve. Alors, vous avez un travail très important. Je suis vraiment contente aussi que vous avez lu des extraits. Et je ne sais pas, Jean-François, si ça te tente de... il nous reste, puis Lucie aussi, puis Roy, Sherilyn, si ça vous tente de... Je sais pas si les élèves ont d'autres questions qui sont pas préparées ou selon le texte ou juste je sais pas. En tout cas, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'image que tu amènes, la génération capteur de rêve. Je vais la retenir, celle-là, c'est bien. Parce que oui, je pense qu'on est rendu à une étape, toujours dans ta question de réconciliation, il y a quand même beaucoup de choses qui se font au niveau de connaissances, et tu le mentionnes toi, Daniel, en tant que Mi'kmaq, d'avoir à regagner une fierté. Et ça, c'est un travail immense qui est en train de se faire présentement. On voit avec beaucoup d'artistes qui sont reconnus. Il y a une artiste autochtone qui a gagné un Félix. Dernièrement, c'est la toute première fois que ça se fait. Les artistes autochtones sont de plus en plus représentés. On les connaît, on connaît des noms. On n'en connaissait pas de noms d'Autochtones avant. On connaissait Annie Cooney, puis c'est à peu près tout ce qu'il y avait comme culture musicale, littéraire autochtone. Donc, il y a des grands pas qui se fait de ce côté-là. Et pour moi, oui, on peut à un moment donné se réconcilier avec nous-mêmes comme réconciliation. C'est-à-dire, ça fait partie de moi. Je vais vous conter une anecdote sur la manière dont j'ai commencé à m'intéresser aux Premières Nations. Daniel connaît l'histoire, je l'avais raconté. J'étais dans un souper littéraire, un souper poétique qui était organisé par Chloé Sainte-Marie. Chloé qui a fait du cinéma, qui a fait beaucoup de choses, de la poésie, qui a chanté, qui chante encore. Et c'était la compagne de Gilles Carle. Et il y avait une soirée en l'honneur de Gilles Carle, qui est décédé il y a plusieurs années. Et à une de ces soirées-là, il y a énormément d'Autochtones qui sont arrivés. Gilles Carle était
un pionnier à ce niveau-là. Il était pro-autochtone, je dirais. Il était fier du peu de sang autochtone qu'il y avait en lui. Et lors de ce souper-là, on était tellement nombreux qu'on a été obligé de s'entasser sur des tables pour manger. C'était un potluck qui était fait en même temps. Et à notre table, il y avait un couple qui était là, dont le garçon était Innu. Et il me dit, vous êtes drôles, les Québécois. Il y a beaucoup de choses dans votre culture dont vous êtes fiers et vous savez même pas d'où ça vient. Je fais, ah bon? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, par exemple, c'est connu, les Québécois, on pourrait dire les Acadiens, parce que c'est tout le même groupe, mais lui me le disait là, il dit, les Québécois, vous êtes connus pour être des gens qui sont très sympathiques, très chaleureux, très faciles à être en contact. Si ça se trouve, tu parles pendant 2 heures de temps, ah ben viens donc manger chez nous, puis si ça continue, tu passes la fin de semaine. Il dit, ça, d'après toi, est-ce que ça vient des Français? J'ai plusieurs amis français, j'aime beaucoup mes amis français, mais c'est vraiment pas un trait culturel de la France d'être aussi sympathique. Il dit, ah bon, donc d'Angleterre. Ça a été pour moi comme si la foudre m'était tombée sur la tête. De dire, attends, tu es en train de me parler, et c'est un fait. J'ai habité dans d'autres endroits sur Terre, en Martinique, et à Vancouver particulièrement. Et je suis revenu au Québec parce que j'aime la mentalité, j'aime certains traits, dont celui-là, cette proximité-là. Et là, j'apprends que je ne sais même pas que ça vient des Premières Nations. Alors pour moi, ça a été, wow, attends, là, je vais découvrir, je vais comprendre quelque chose. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont dans cette même situation-là, qui ne réalisent pas qu'il y a beaucoup de choses, dans le fond, qui sont proches des valeurs des Premières Nations, mais ils ne l'ont juste pas réalisé en eux. Moi, j'ai beaucoup d'espoir pour ça. Je suis très positif sur... Quand on commence à comprendre, à apprendre les choses, on ne se regarde plus avec le même œil. Il y a des drames épouvantables qui sont passés. Daniel Paul, dans la dernière version de son livre, parle d'ailleurs de la découverte des cadavres d'enfants ce qu'on a appelé les pensionnats indiens, l'horreur religieuse. C'est épouvantable, mais je pense que ça a permis, du côté positif, de réveiller plein de gens. De dire, attends un peu, les Autochtones qu'on pense tout le temps, ah oui, ils se plaignent toujours, ils disent ci, ils disent ça. Attends, c'est gros ce qui leur est arrivé. Puis que les gens commencent à pouvoir un peu ouvrir leurs ornières pour dire, ben, peut-être qu'il y a autre chose que ce qu'on me raconte dans le Journal de Montréal. Donc oui, j'ai l'espoir d'une réconciliation. Oh, vas-y. Mais j'aimerais beaucoup, c'est un fait, s'il y a des étudiants qui ont un mot à dire, même un commentaire, une question, n'hésitez pas, hein, je suis là pour ça, ça me ferait très, très plaisir. Ou des vieux étudiants, vous avez le droit aussi de vous rappeler que vous avez été étudiant. Je peux vous annoncer un truc, c'est par anticipation, c'est pas officiel. J'ai hâte que ça le soit, par exemple, mais c'est très, très, très probable que je traduise ce qui a été ajouté, que je sois le traducteur de la 4e version du livre. Il faut comprendre aussi que moi, je veux envoyer une fleur à Bouton d'Or Acadie. Le livre, une fois qu'il a été traduit, que j'ai remis à M. Paul, ça a pris quelques années avant qu'il soit publié. Parce qu'on s'entend, quand on parle de publier un livre, ben, là, on parle de quelque chose d'économique. Il faut qu'il y ait une maison d'édition qui dise, ben, moi, je prends la chance de publier un livre. Est-ce que je vais faire de l'argent ou pas avec? Et Bouton d'Or Acadie ont décidé de publier le livre avec la très belle pensée de dire, même si c'était une perte commerciale, c'est de faire un pas dans la bonne direction. Moi, je veux souligner ça, parce que je pense que c'est tout à leur honneur. Et ce que j'annonce, que je vais peut-être le traduire, ben, ça n'a juste pas été officialisé avec eux autres. J'ai été très touché quand on m'en a parlé, parce que j'étais surpris.
qu'on veut publier la 4e édition, eux qui viennent de publier il y a très peu de temps, en fait, il y a 2 ans, la version sur laquelle vous avez travaillé. Là. Alors, moi, je pense que c'est une grosse fleur à donner aussi. C'est aussi des gens qui sont pas autochtones. Hein? C'est Bouton d'Or Acadie, c'est des gens qui ont développé une sensibilité en disant « Attends, ça fait partie de notre réalité, comment on peut souligner tout ça? » Donc, chapeau. Je connais très bien aussi la directrice Marie Cadieux dont tu parles, puis sont des alliés exceptionnels. Oui, puis, ouais. C'est vraiment excellent de voir. Puis j'ai hâte d'avoir cette nouvelle édition quand est-ce qu'elle va sortir. Yeah. J'ai hâte de la voir quand elle va rentrer. Parce que j'attends juste la confirmation et je m'excuse parce que c'est pas quelque chose d'officiel. J'espère que je commets pas une bévue en le disant comme ça. Il y a quelqu'un qui a sonné une cloche. Gavin Sterling. Oui, la cloche sonne. Sophie, si tu veux terminer, puis ceux qui pourront rester, mais juste pour faire le remerciement, je te laisse aller. Will Allen, Monsieur Jean-François Cyr, merci beaucoup. Et voilà, il y a toute l'école virtuelle et tout le monde impliqué dans cette activité. Grand merci, comme on apprécie énormément. C'est surtout moi qui veux vous remercier de m'inviter. J'espère que ça va se faire encore et encore dans toutes les écoles, en fait. C'est dit dans ma bio, mais c'est mon plus grand rêve que ce soit un livre qui soit réellement étudié, qu'on l'épluche, qu'on cherche, qu'on écrive des meilleurs s'il faut, mais à date, moi, j'ai rien vu qui ressemble à ça et je crois que c'est une pierre importante dans notre histoire commune si on veut parler de réconciliation. Donc, moi, je vous remercie pour ça et n'hésitez pas pour n'importe quoi. Je serai toujours bien heureux de participer à tout ça. C'est la dernière fois qu'on va se voir. C'est juste un premier pas. J'en suis heureux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Will-Aline. Williak. Merci énormément. Merci tout le monde.